C'est le khayr, Moh. C'est le khayr. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va répondre à Mustapha. Alors Mustapha, bon, il m'a interpellé sur quoi? Ben, sur une irruption. Sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., etc. Une véritable éruption et une irruption comment on appelle ça, de recherche de paternité à propos de certains candidats à la présidence de la République ou à propos d'autres gens. On est en train de chercher les ancêtres des gens, c'est-à-dire qu'on est reparti sur la génétique. Donc cette histoire dans la génétique, c'est comme si elle avait un rôle décisif dans la politique. Ça veut dire quoi? C'est comme si elle avait un rôle décisif pour juger des gens. Alors bon, en général, quand on a affaire à des hommes politiques, ou là, quand on a affaire à des questions sociales, ce qui devrait nous intéresser, c'est d'abord les critères politiques, les critères sociaux. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le socialisme, il veut le capitalisme, il veut le libéralisme, il y a un mix des deux. Il veut quoi? Il veut la globalisation, il est contre la globalisation, il est pour quelle alliance internationale, il est pour le pôle émergent des nouvelles puissances, la Chine, la Russie, le BRICS. Là, il est pour encore plus d'insertion derrière les Américains. Mais qu'est-ce qu'il veut aussi pour notre pays? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont les droits que nous devrions garantir aux Algériens quand ils naissent, dès qu'ils naissent d'ailleurs? Quels sont les droits qui vont être accordés légalement par la loi aux femmes, aux jeunes, aux travailleurs, aux professions libérales? Non. Ils sont en train de chercher quels sont leurs parents d'il y a quelques siècles, d'il y a quelques générations, pour voir si vraiment s'il n'y a pas une impureté. Bon, évidemment, quand on parle d'impureté, c'est forcément une impureté arabe, c'est pas donc un Algérien d'origine, ou là une impureté juive. Bon, c'est une véritable, à la fois mésaventure de l'esprit, et c'est une véritable perdition. Alors pourquoi? D'abord sur le plan de la politique immédiate, pure. Ce qui nous intéresse, c'est quels sont les programmes des gens. Bien sûr, sur la scène politique actuelle, dans les réseaux sociaux, nous voyons des attaques personnelles, la diabolisation, l'intimidation vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'on ne peut plus discuter du programme et de la pensée politique de quelqu'un. Dès qu'il apparaît, Galtrack, c'est un lèche-bot, c'est un lèche-les-rangers, c'est un deck dans le système. Sans qu'on nous dise d'ailleurs qu'est-ce que c'est que le système. Qu'est-ce qui a fait, quelles sont les lois, quelles sont les mesures, quels sont les combines qui ont été mises en place pour que la SABA fonctionne comme SABA. Tout ça, c'est à côté. Et comme si les gens devaient sortir du néant. C'est le néant. Il faut qu'ils sortent du néant. Pour qu'ils soient purs, il faut qu'ils soient pas. Qui c'est qui est pur parmi ces gens? Je connais. Ils ont tous blanchi sur leur harnais, tout ce qu'on nous présente comme des héros politiques actuels, mais ça fait au moins 15 ans qu'ils font de la politique. Il faut au moins 15 ans, c'est-à-dire que ça fait au moins 15 ans qu'ils se sont mouillés d'une façon ou d'une autre dans la vie politique avec tout ce que nous savons de la fabrication DRS d'une opposition sur mesure. Et d'ailleurs, d'une opposition, je voudrais le dire, on reviendra dessus si tu veux un autre jour, une opposition dont la mission était de dire ce que le pouvoir ne pouvait pas encore dire pour plus d'insertion dans le capitalisme et dans la mondialisation. Ce que le pouvoir ne pouvait pas dire, eh ben on met couloir. Parce que les deux avaient en commun l'accord absolu, sans restriction aucune, sur le choix
du capitalisme comme mode de développement d'Algérie et surtout comme mode d'insertion dans le marché mondial, ce qui nous a amené là où nous avons amené. Alors quelle est la question philosophique? Derrière, au-delà de cet intérêt politique, qu'on nous détourne du débat politique. Mais je vais partir d'un type qui s'appelle Annibal Jean-Séry, qui a fait un article triomphant d'ailleurs, sur le fait que, tiens, les études génétiques ont prouvé que les Maghrébins ne sont pas des Arabes. Et donc les études génétiques dont il parle, c'est en général les études génétiques que sont en train de faire des historiens de l'évolution, enfin pas de l'évolution humaine, des déplacements humains, pour savoir si à travers l'étude génétique, on ne va pas trouver des recoupements sur de grandes migrations humaines. Qui a migré, qui n'a pas migré. Bon, cette étude des migrations humaines, ce n'est pas une étude sur la pureté humaine. C'est une étude de savoir comment se sont déplacés les humains dans des périodes encore plus anciennes que celles que nous pouvons dater. Bon, nous savons que la civilisation est partie de la région du Chem, ils ont fait le grand tour à partir de la région actuelle, telle l'Ukraine, pour redescendre vers telle l'Espagne. On connaît à peu près ces migrations parce qu'il y avait des traces évidentes. On a laissé des ruines, des outils, des récits, mais au plus avant. Donc les gens, quand ils font l'étude de la génétique, c'est pas pour savoir si les Arabes sont venus au Maghreb. Ça, ils le savent, ils connaissent la date. Ils savent à peu près combien sont venus. Ils veulent savoir, il y a 20 000 ans ou 30 000 ans, quelles ont été les migrations essentielles et principales. Est-ce qu'il y a eu une migration entre l'Asie et les îles qui sont autour de l'Asie ou pas? Non, mais ici, ça devient une espèce d'utilisation politique de ces études génétiques. Et donc lorsqu'il dit triomphalement, ah tiens, les Maghrébins ne sont pas des Arabes, donc nous ne sommes pas d'identité arabe. Et donc c'est une invitation immédiate, à l'intérieur d'une invitation plus ancienne, de dire, mais nous, notre identité, c'est pas d'être des Arabes, c'est que nous sommes autre chose. L'enjeu politique, évidemment, on le touche des mains, c'est pas simplement le comprendre théoriquement. Et nous rentrons dans ce fameux fantasme des Temsra. Voilà où ils nous poussent, et donc ils veulent convaincre nos jeunes, nos élites, que nous avons une espèce de pureté non arabe que nous devons suivre. Et évidemment, elle est anti-arabe, avec tout ce qu'il y a derrière, avec le contenu actuel du mot arabe, qui est celui disons, de l'identité répulsive, celle dont nous devons nous tirer pour être acceptés ailleurs. Et refuser son identité musulmane, comme chez Salman Rushdie, ou là comme chez Sansal, ou là comme chez beaucoup de gens, par exemple, cet exemple-là, c'est on n'est pas d'être plus vite accepté et mieux accepté par les cultures dominantes qui sont celles actuellement de l'Occident. Bon, dans notre cas, nous, c'est plutôt la France. Ça. Mais il y a beaucoup de gens qui, pour être acceptés dans ce système, vont se présenter comme n'appartenant pas au système, à l'identité répulsive, mais à une identité autre, différente, et donc qui sont susceptibles d'être intégrés beaucoup plus facilement. Non seulement d'être intégrés plus facilement, mais quand tu prends les premiers discours de Farhat Benli,
c'est Farhat Mehdi, il proposait directement au pouvoir français, à l'époque de la naissance de l'islamophobie, d'être là en tant que Kabyle, parce qu'il ne se considère pas comme berbère. Et contrairement à ce que dit Mohsen Blabès, Mohsen Blabès, il a fait une vidéo pour dire les gens du MAC, ils ont le droit en tant qu'Algériens d'avoir leur opinion et de la dire. Bon, l'entourloupe, la pirouette qu'a Mohsen Blabès du LCD, c'est que les gens du MAC ne veulent pas être algériens. C'est pas qu'ils ne veulent pas être arabes. Non, ils ne veulent pas être algériens. C'est qu'ils se considèrent comme différents même des autres berbères. Et là, il dit, bon, ils ont le droit de parler au cas. Non, lui, il ne veut pas être algérien. Lui, il veut une autre identité, un autre pays, un autre drapeau et un autre État. Et donc, l'entourloupe, c'est de dire qu'il a le droit de... Mais tu ne veux pas être algérien. Et comment tu veux qu'on accorde des droits des Algériens à un type qui te dit, moi, je ne suis pas algérien? Bon, évidemment, là-dedans, il y a des buts politiques, stratégiques derrière cette position, cette ambiguïté. C'est l'ambiguïté qui va permettre à la faille par où vont pénétrer les forces du démembrement, de la division, de l'implosion, de l'explosion de l'Algérie. Revenons à cette histoire de la génétique. Et cette idée donc, de la génétique, d'abord elle nous ramène philosophiquement en dehors du débat politique, elle nous évite. Mais il y a un niveau de zoologie. C'est-à-dire on va juger des hommes à partir de leur code génétique. Où est l'aventure humaine là-dedans? Le code génétique est un code biologique. Il relève de la biologie, c'est-à-dire qu'il relève de la zoologie. Quand les chercheurs vont faire des études génétiques sur les humains pour étudier leur déplacement, c'est pour étudier leur déplacement, pas pour les réduire à la zoologie. Quand un dernier Balzancérique, je ne sais pas si il fait son papier triomphal, les Maghrébins ne sont pas des Arabes, c'est pour introduire un élément de différenciation zoologique. Et c'est cela qui n'est pas acceptable. Les humains, ils sont reconnaissables au fait précisément qu'ils sortent de la zoologie pour devenir humains. Nous sommes fondamentalement différents en tant qu'humains de notre être zoologique, alors que nous avons un être zoologique. L'homme en tant qu'homme, l'humanité, c'est pas Sapiens. C'est pas Sapiens. Sapiens, c'est une race, une espèce, je ne sais pas comment on peut dire tout cela, qui est simplement un truc biologique. Bon, Sapiens a des capacités pour parler, pour avoir une main, pour tenir des outils, et donc pour aller vers une aventure qui n'est pas une aventure biologique, qui est une aventure sociale. Découvrir les outils, le langage, produire une spiritualité, faire le culte des morts, produire une mémoire. Et c'est cela ce que nous sommes. La différence entre l'homme et Sapiens, c'est la différence qui est entre la biologie et l'anthropologie. Et c'est ça qui est là. Est-ce que c'est les premiers à utiliser cette biologisation pour distinguer les hommes? Non, ce n'est pas les premiers. Ils ont des précurseurs. Et leurs principaux précurseurs, ça a été au XIXe siècle. Toutes ces écoles de médecine, à travers l'Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, qui s'évertuaient à chercher des différences biologiques entre ce qu'on appelle les différentes races humaines. Les peaux rouges, les Chinois, les Noirs, les Arabes, considérés comme une race. Alors, et puis pourquoi ils cherchaient ça? Ils cherchaient
des fondements objectifs à leur racisme. Objectif. C'est-à-dire qu'ils ne relèvent pas de l'anthropologie. Mais parce qu'à la base, ils refusaient de nous considérer comme appartenant à la même aventure humaine qui nous était commune. Ils ne voulaient rien de commun avec nous. Parce qu'ils ne voulaient rien de commun avec nous, ils nous renvoyaient vers le domaine de la zoologie. Ce type-là, il fait la même chose. Et tous les types qui vont chercher dans les gènes, ils vont chercher une séparation à l'intérieur des hommes, entre les hommes et les animaux que sont les autres. C'est une pensée extrêmement ancienne en plus, pas simplement au niveau de la... pour nous les Algériens. Et pour tous ceux qui considèrent que nous ne sommes pas des Arabes. Et je vais être d'accord avec ASD, nous ne sommes pas des Arabes. D'accord. Quand Porot, le professeur Porot, le professeur de psychiatrie, fondateur de l'école de psychiatrie d'Alger, parle de nous Algériens. Il ne parle pas des Arabes dans l'Arabie Saoudite, ni des Arabes du Yémen, ni des Arabes d'Égypte. Il parle de nous. C'est bien de nous qu'il parle. Bien sûr, il nous appelle les Arabes, parce que c'est comme ça qu'on nous appelait. Avec tout le fond méprisant qu'il y avait dans cette dénomination et qui est reprise aujourd'hui par les supporters, les supports du fantasme Tamizra. Ils mettent le même mépris que mettait Porot. Et bien pour le professeur Porot, nous étions incapables de conduite morale, de distinguer le bien et le mal, d'avoir une projection sur le monde et sur l'avenir, parce que nous n'avions pas de lobe préfrontal. C'est simple, c'est biologique. Mais un neige. Quand il énonce une vérité comme ça, ben c'est comme tous les racistes. Tous les racistes, ils s'en foutent de la réalité. Ce qu'ils ont trouvé, c'est la justification biologique de leur supériorité. Après, ils peuvent se poser, ah tiens, un noir intelligent. Ah tiens, voilà un arabe qui se pense. Ah tiens, un chinois qui est cultivé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une fois qu'ils nous ont mis dans l'exception zoologique, le principe même de l'exception zoologique va leur permettre l'exception individuelle. T'as un arabe qui est poli, un arabe qui se travaille, un arabe. Ce retour, Yann, ça a été un échec, évidemment un échec scientifique. Bon, les derniers, c'est Fanon, quand il nous parle de ces médecins qui cherchent à savoir les érections. Tiens, les érections du noir, l'érection de l'arabe, l'érection de je ne sais pas quoi. Nous en sommes là, nous en étions là. Et ce retour à la génétique, à cette espèce de piste zoologique de notre histoire. Alors non seulement elle est contraire à tout ce que nous avons en tant qu'humains découvert sur le plan des sciences sociales, la psychologie ou la sociologie, les sciences économiques, enfin bref, tout ce qui est anthropologique. On peut difficilement, après Freud, après Lacan, dire que notre anatomie, je parle d'anatomie, alors le fait qu'on ait une identité, qu'on ait ou pas une anatomie de garçon ou de fille, elle-même, biologiquement, n'a absolument aucune importance, ce qui va avoir une importance dans l'avenir sexuel, l'identité sexuelle d'une personne, c'est le parcours qui vient dans sa famille, les obstacles, les réussites ou les échecs de la socialisation. Même ça, on n'est plus dans la zoologie. Et massivement, si les gens veulent bien comprendre, nous sommes si peu dans la zoologie, quand on est humain, qu'il y a tant de maladies hypochondriaques, psychosomatiques, même physiquement, même biologiquement, nos maladies ne sont pas strictement somatiques. Il y a un aspect
de la tête, de la culture, de l'esprit, de la psychologie, du psychisme, etc. Et alors, est-ce que derrière ces petits mercenaires là qui s'attaquent aux identités nouvelles qui sont les identités nationales pour nos peuples à nous. Je ne parle pas des identités nationales anciennes, les Français, les Anglais, etc., que le capitalisme actuel, de toute façon, veut totalement dissoudre. Il n'en veut plus. Ce qu'il veut, c'est une espèce de cosmopolitisme, l'effacement des identités des peuples. Mais nous, non, nous, cette identité nationale, elle est importante pour nous, parce que dans la phase actuelle, nous en avons besoin pour pouvoir le développer et avoir pour nous, pour notre peuple, pour nos enfants, pour nous tous, les armes pour travailler, accéder à l'éducation, à la santé. Et donc, nous devons opposer à cette hégémonie de l'impérialisme une volonté d'existence nationale qui nous permette d'échapper à leur emprise. Et bien, c'est que ceux qui sont derrière, et ils se sont aperçus que les grands pôles émergents qui sont en train de s'opposer à cette hégémonie du capitalisme, c'est toujours des pôles qui sont développés sur des socles civilisationnels. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la Chine. C'est évident, le Parti communiste chinois mène la Chine vers le développement, mais il l'amène en même temps. Nous voyons que ce qui a été possible en Chine a été possible parce qu'il y avait un socle de la civilisation chinoise. Quand on voit le Vietnam, c'est la même chose, il y a le socle d'une civilisation vietnamienne ancienne, avec une écriture, avec des savoirs, avec une philosophie. C'est le cas aussi pour l'Iran. C'est le cas pour l'Iran, c'est le cas pour la Turquie. Même si pour l'Iran et la Turquie, même c'est sur une base de la civilisation islamique, en fait, c'est sur des expériences de la civilisation islamique qui sont différentes. L'une chiite, l'autre sunnite, l'une ottomane, l'autre perse, parce qu'elle est perse également. Et puis tu as la Russie. Tu as la Russie que l'Occident a toujours refusé de considérer comme étant européenne et qui est, c'est vrai, un mixage à la fois d'une religion particulière, chrétienne, mais particulière, orthodoxe, mais également des apports et des mélanges avec tous les apports des peuples asiatiques qui ont sillonné cet immense territoire russe. Immense. Alors tu as les Tatars, les Mongols, mais c'est un cas unique. Mais c'est un cas. Et quand tu observes, même peut-être Pierre Fried, tous ceux qui ont réfléchi sur la Chine, ils y ont réfléchi d'abord en tant que. Ce qui est frappant, c'est que les pôles de développement importants, réellement, ce qui bouleverse le monde, ce sont des pôles qui ont des socles civilisationnels et historiques. Le cas le Japon est le plus beau, parce que le Japon va se développer à la fin du 19e siècle à une vitesse considérable, et le cas du Japon va être posé de façon particulière, parce que les gens remarquent à la fois qu'il y a un développement du Japon, une modernisation, une avancée absolument extraordinaire du point de vue des sciences, de la technique, de la technologie, et de la création et de l'invention. Et un attachement, un lien extrêmement fort du Japon à une identité civilisationnelle. C'est-à-dire, ça veut dire pas simplement à leur culture, à leur civilisation, à leur religion, mais même aux formes de leur civilisation. Qu'ils vont conserver. Bon, l'empereur du Japon, il n'a aucun rôle à jouer. Politiquement parlant, économiquement parlant, socialement parlant, aucun. Mais il a un rôle de type de ciment, de symbole
de type spirituel. Et cette vision, et que le dernier à avoir l'avoué, c'est Macron. C'est Macron dans son dernier discours devant les ambassadeurs qui dit il y a quelque chose qui se passe, nous sommes en train de perdre la bataille de l'avenir, nous sommes en déclin. Et que nous devrions peut-être, au moins, avec les Russes, essayer de trouver une source d'énergie. Et il dit ces énergies, elles sont ailleurs. Elles ne sont pas chez nous. Et ce déclin, c'est un déclin global. Derrière ces petits mercenaires, il y a des théoriciens, il y a des stratèges, il y a des programmes de retardement du développement de ces points. Ce que font les États-Unis, tu le vois, le Yémen, l'Iran, l'Irak. Oui, mais nous aussi. Ils ne sont pas, ils sont en train de contenir le développement des autres. Ils sont en train de le contenir. Le grand problème, tu as les Chinois ou tu as les Russes, ça fait 15 ans qu'ils ont ce grand problème, cet immense problème. C'est dire, bon, ils sont en déclin, mais ça reste la première puissance militaire du monde. Ils ne savent pas, les Américains, qu'ils ne sont les premiers qu'en termes de matériel, qu'en termes de quantité. En termes de quantité, et non pas en termes de qualité, mais ils sont dangereux. Et donc il faut faire en sorte que les Américains atterrissent lentement. Il faut les sortir de leur hubris, de leur orgueil de grande puissance. Assez. Il faut les calmer. Ils sont en train de les calmer depuis 15 ans. C'est-à-dire il les fait atterrir doucement. Ils les ont fait atterrir en Syrie. En Syrie, les Russes les laissent là-bas, je ne sais pas quoi, ils bricolent avec les Kurdes. Mais en Irak aussi, ils ont perdu, ils les laissent, ils bricolent. Ils ont évidemment une importance absolument extraordinaire. En Afghanistan aussi, ils sont en train de perdre. Mais ce n'est pas les Russes qui leur disent vous n'êtes plus grande puissance, c'est les Afghans. Et donc c'est moins dangereux pour eux. Là, ce qui est arrivé dernièrement au Moyen-Orient, avec les sanctions contre l'Iran, avec le Yémen, c'est Gdawi Habton. Ils commencent à descendre de l'arbre. Ils commencent à perdre de leur hubris. Il y a peut-être une chance qu'ils comprennent. Mais elle est très faible. Elle est très faible. Revenons à ce centre de civilisation pour nous. Mais qu'est-ce qu'ils savent, pour nous? Pour leurs voisins immédiats, le sud de la Méditerranée. C'est que le socle, si jamais notre lutte de libération nationale, en Algérie, associée avec ce qui se passe en Tunisie et au Maroc, fait qu'en plus de notre identité nationale, comme ils font les Iraniens, c'est des Iraniens, les Turcs, c'est des Turcs. Mais derrière, il y a toutes ces sources de puissance, de fierté, d'existence qu'ils tirent de leur civilisation. Et bien, c'est que, au-delà même du système capitaliste ou du système socialiste, il y a des socles civilisationnels sur lesquels on doit s'appuyer. Et le socle civilisationnel, le nôtre, eh bien, c'est celui de l'arabo-islamisme. La civilisation arabe-islamique, les moments de plus grand développement de l'Algérie et des dynasties berbères. Je parle bien de dynasties berbères, c'est-à-dire les Ziadides, les Irides, les Hammadides. Elle s'est faite au moment où cette civilisation arabo-islamique a pu s'installer sans intervention étrangère en Algérie. Les Zianites, c'est le XVe siècle.
Et quand arrivent les Turcs, quand pour des raisons internes ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font les Turcs? Ils cassent la dynamique berbère. C'est pas la dynamique arabe. Mais ces berbères, Talisianides, Ahmadides, ils étaient musulmans. Et ils proposaient donc leur savoir, leur technique, leur état sur les sciences de l'époque, qui étaient des sciences issues des musulmanes. À quel moment ces dynasties berbères se sont développées et se sont épanouies? C'est à partir du 9e, 10e siècle. C'est-à-dire au moment où l'intervention de pôles de puissance étrangère, à la fois des Omeyyades, de l'Andalousie, avait baissé. Et cette offensive contre l'idée de civilisation, c'est une offensive contre ce qui est le patrimoine de l'humanité. Qu'est-ce qu'on a ramené au patrimoine de l'humanité? Alors nous sommes dans une négation totale. Il n'y a pas la philosophie arabe, il n'y a pas Ibn Khaldoun, il n'y a pas les mathématiques arabes, il n'y a pas l'astronomie, il n'y a rien. Et quand je dis arabe, c'est écrit en langue arabe. Je ne parle pas de l'ethnie du savant qui est écrit en langue arabe. Alors, tout le monde sait qu'Ibn Sina n'est pas ethniquement arabe. Et tout le monde sait qu'Ibn Tufayl ou Ibn Khaldoun ne sont pas forcément ethniquement arabes. Mais c'est dans cette sphère-là. C'est important pour eux, actuellement dans leur déclin, que les puissances qui sont en train de financer les ONG, Haute-Bord, Méchafouche, s'attaquent à cette idée d'une humanité qui a eu des civilisations. Et cette humanité qui n'est pas la zoologie, qui n'est pas... Voilà, donc il y a deux aspects ici dans cette question que Stéphane qui m'a posée. Il y a une question simple de philosophie. C'est que dès qu'on cherche à biologiser notre être, l'être de l'homme, on nous ramène à la zoologie et ces types. Ils sont dans la régression philosophique, historique et politique. Et c'est des petits racistes. C'est le Ku Klux Klan. Le Kenny Kmel-Agde va chercher qui est le berbère pur et le berbère impur. Il y a Sabo, un berbère qui a une mère arabe ou là qui a une mère andalouse. Parce que le nombre d'Espagnols qui sont venus, il y en a eu. Les Vandales, il y en a eu. Les Phéniciens, il y en a eu. Les Romains, il y en a eu. Les Français aussi, il y en a eu. Et alors, ben, voilà. Ils vont finir dans le fascisme. Ils vont finir par chercher qui c'est qui est pur. Alors, bon, ça ne se pose pas la question électorale. Ce qui est important pour ces candidats à la présidentielle, c'est quel est leur programme. Et quel est leur programme par rapport à la question essentielle de notre État national. Et sur le plan de la philosophie, c'est de rendre de la politique, c'est vraiment une régression terrible que l'aventure anthropologique de l'homme soit niée au profit de cette biologisation. Qu'est-ce qui est philosophiquement dommageable pour nous, Algériens, qui avons encore à construire notre État national? C'est que l'anthropologie, c'est la diversité humaine. C'est l'homodiversité. C'est que dans cette aventure humaine, nous avons été tellement différents. Entre les Berbères, Kawana, entre eux, cette diversité entre le Berbère de Tamanrasset, celui de Kabylie, celui de Ziban, celui du pays Chéri, celui de... Déjà cette diversité, nous étions divers dans nos parures, dans nos vêtements, dans nos dialectes, dans nos façons d'aimer, dans nos façons de travailler, etc. Mais imagine l'homodiversité qu'il y avait à travers le monde. Tu vas là chez nos voisins au Mali, entre les Bambara, les Dogons, et bon, les Chinois, à l'intérieur des Chinois, qu'est-ce qu'il y a eu comme diversité?
L'aventure anthropologique, tu vas voir en Amazonie, les tribus amazoniennes, tu vois. C'est quoi les Grecs, les Latins? C'est une explosion de la diversité humaine, de l'homodiversité. L'ennemi principal de l'homodiversité, ça a été le capitalisme, parce que lui, il ramène l'uniformité. Et l'uniformité à travers le marché. Où est-ce que tu vas trouver les belles parures de nos grands-parents, de ta grand-mère, ma grand-mère? Oui, c'est alors tout le monde est habillé, kif kif. Tu vas à Bamako, là tu vas à Kiev, les types ils n'achètent pas d'Adidas. Tous habillés, kif kif. Où sont? Cette homodiversité, elle est gravement menacée. Il y a des milliers de langues qui ont disparu à travers le monde. Il y a l'effacement culturel, linguistique, politique de milliers d'ensembles humains qui pouvaient continuer à exister en tant qu'ensemble humain particulier tout en bénéficiant des nouveaux moyens de produire, de se soigner, de s'éduquer. Ça pouvait être, non. Et le capitalisme est l'unificateur dans toutes ces formes d'expression. Et que ce soit comme forme du marché direct ou comme dans ces formes d'expression. Voilà, moi je pense que Mus, c'est. Voilà ce que je pouvais te dire. Et l'homodiversité, sur le plan de l'homme, elle est l'opposé de ceux qui cherchent la pureté, c'est-à-dire biologique. Voilà, j'espère mieux que j'ai répondu.